tu m'expliquais que gérer son argent et gérer l'argent des autres, c'est quelque chose qui est assez différent. Comment toi tu gères ton argent? Est-ce que tu t'exposes que à la crypto ou est-ce que tu investis aussi dans d'autres choses? Et pour ce qui est des cryptos, comment toi tu t'exposes aux cryptos? Est-ce que tu trades? Est-ce que tu investis? Est-ce que il y a des modèles que toi tu appliques personnellement pour tes fonds? Comment tu gères tes finances et comment tu spécules crypto hors crypto? Alors ouais, ça c'est une malformation professionnelle, mais je pense que elle est positive pour le coup. J'investis pas uniquement dans la crypto. J'investis aussi dans l'immobilier essentiellement. Euh, voilà, j'ai un portefeuille essentiellement fait d'immobilier, un peu d'actions et la crypto. En ce moment, en crypto, bon, je suis pas ultra exposé. Je suis très exposé par contre à l'Ethereum et au euh, et aux dérivés Ethereum de liquid staking. Est-ce que c'est des convictions personnelles ou est-ce que Julien Alors aussi a c'est une influence essentiellement d'une certaine là manière? sur Ethereum, c'est des convictions personnelles parce que voilà, enfin il y a beaucoup de choses qui se construisent dessus. Enfin, il y a tous les layers, c'est devenu déflationniste. Enfin, il y a prochainement le blob qui est en fait une optimisation sur la call data de, sur Ethereum qui va être augmenté. Du coup, en fait, les layers 2 ils ont encore plus de marge de manœuvre. En fait, il y a beaucoup de choses qui se construisent autour d'Ethereum et j'ai l'impression que ne, enfin, le prix Ne matche ne pas, quoi. matche pas, ne Ne le matche montre pas. l'innovation derrière. Parce que maintenant, beaucoup de choses se construisent autour. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans les prochains tours, notamment voilà le blob dont je viens de parler. Euh, et du coup, voilà, j'ai une exposition assez importante dans, on va dire, ma poche volatile à l'Ethereum, plus d'autres projets, je vois, qui sont en train vraiment d'innover et qui arrivent en fait à résoudre des problématiques assez importantes, notamment certains DEX qui arrivent à atteindre en fait des volumes très importants sans avoir débloquer en fait leur full potentiel, euh, euh, comme Maverick par exemple. Ou alors, je pense que je sais pas si tu es sponsorisé par DYDX ou pas. Ouais. Yes, 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 yes. DYDX est aussi en train de pas mal changer en fait ses tokenomics par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu en Moi penses je d'ailleurs? pense que par rapport au futur tokenomics, Ouais. bah, je pense que ça va être génial parce que l'idée, c'est quoi? C'est que les validateurs, ils vont toucher les fees de trading et derrière, si tu stacks tes DYDX, tu vas toucher un certain pourcentage. C'est une chose que faisait GMX avant. D'ailleurs, c'était de mes calls il y a un an et demi, là, GMX, juste parce qu'en fait, on pouvait stack les GMX et toucher un pourcentage des fiches générées et aussi le GLP. Donc ça aussi. Et sinon, je fais beaucoup de stratégies delta neutre pour moi-même. Typiquement, j'achète du GLP, je hedge la partie volatile, je fais du cash and carry. Euh, voilà, je provide des LP. J'ai fait quelques algos d'optimisation de LP, donc je les utilise aussi pour optimiser mes propres LP. Donc voilà, mon approche globale, c'est ça, une poche volatile sur des convictions et une poche plus ou moins active, mais essentiellement faite de LP et de stratégie delta neutre. Sur ces stratégies que tu fais en perso, enfin, quel est le yield exact? Quelle est ta performance? Que tu as peut-être une fourchette? Euh, Est-ce que ça se passe plutôt bien? Est-ce que enfin, est-ce que tu arrives à gagner de manière, enfin, très régulière? Ou est-ce que des fois il y a quand même de la volatilité dans ces stratégies-là en termes de performance? c'est du yield qui est assez passif. Donc, en fait, combien je gagne dépend vraiment de combien tu mets. Donc, je peux vous dire quel est mon yield, mais en fait, si par exemple tu mets 10 T'as fois pas le même mon, yield si tu prends des plus grosses positions, par exemple. c'est ça. En fait, ça, c'est la- l'une des problématiques de la DeFi, c'est que certes, tu peux choper des bons yields
à 10%, 15% avec très peu de volatilité. Mais derrière, en fait, c'est pas scalable à l'infini parce que voilà, le yield est très vite dilué. Et donc, je pense que ça aussi, c'est l'une des choses qui empêche les vraiment gros players de mettre leur argent parce qu'en fait, ça reste des AUM assez faibles. Comment évolue la liquidité du marché crypto? Est-ce que, par exemple, on est aussi liquide sur les grosses capitalisations en ce moment qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Ou est-ce que tu as vu des évolutions significatives? La liquidité Euh, sur les DEX ou sur les Sur les SEX? deux, en vrai, tu peux parler peut-être des deux, on même les comparer. La liquidité de manière générale, elle a pas mal diminué. Il y a beaucoup d'acteurs en fait Qui se sont fait cramer. qui se sont fait cramer. Il y a beaucoup de market makers qui se sont fait cramer, beaucoup d'hedge funds qui se sont fait cramer. Enfin, les gens sont beaucoup plus, ils ont beaucoup, enfin, ils ont plus peur d'utiliser les SEX pour ces raisons-là, mais aussi les DEX à cause de tous les exploits. Alors là, en 2 mois, il y a eu ce souci de compilateur sur Curve, il y a eu le souci sur Balancer sur leur LP boosté. Donc même ça réfreint, je pense aussi les LP et du coup ça réduit la liquidité. Mais chose qui est bien pour les petits acteurs parce que derrière, bon, si tu acceptes le risque de tout perdre, et d'ailleurs mon assumption c'est ça. Moi j'accepte le risque, par exemple, on va dire systémique de la crypto, à savoir, je sais pas, il y a un bug dans le compilateur comme il y a eu sur Viper pour Curve. Ça, c'est ce genre. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit que je suis risk taker. Je suis risk taker dans ce sens-là, mais j'essaye d'optimiser en fait mon risque en fonction des différentes poches sur lesquelles j'investis dans la poche crypto générale. Quelles sont tes principales thèses, toi, personnellement, sur le marché crypto? Dans quoi tu crois et comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu parlais donc de Ethereum, je suppose que tu as une belle thèse dessus. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu vois arriver? Tu parlais des roll-up aussi, des layers 2. Est-ce que toi, tu spécules aussi sur ces layers 2? Ouais. Quelles sont un petit peu les top narratives et est-ce que tu as des exemples de jetons qui font partie de ton follow sur lesquels tu te positionnes? Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais je trouve ça bien d'avoir les perspectives et un petit peu les actions que toi tu mènes en tant que trader quantitatif et surtout quelqu'un de très expérimenté à la fois dans la TradeFi et dans la DeFi, dans les cryptos, quoi. Ouais, du coup là c'est plus on va dire des investissements long terme et du coup en fait mes investissements long terme sont très simples. En fait, moi je pense que s'il faut investir quelque part, il faut investir dans l'infrastructure parce qu'en fait les projets peuvent mourir, mais derrière il suffit d'un seul projet sur l'infra pour qu'elle fasse du bien en fait à toute l'infrastructure. Par l'infrastructure, en fait, je parle de layers du type Ethereum. Là, je joue, ben, il y a Arbitrum, Comme Frentech sur Base au final. c'est ça. Il suffit d'un Frentech pour propulser Base bien plus haut et que plus de gens se mettent à l'utiliser, plus de gens se mettent à spéculer dessus. Bon, ils peuvent pas encore, mais C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, essayer de penser un peu infra. Enfin, typiquement, par exemple, l'IA, c'est une technologie c'est une théorie qui est née, je sais pas, dans les années 50 et 60. Il y a plein de projets qui sont nés, qui sont morts, mais derrière, en fait, l'IA n'a pu exploser que ces dernières années. Euh, je pense que la même chose risque de se passer sur la crypto. Il va y avoir des projets, on va avoir en fait les limites de ces projets-là. Mais au final, ce qui va vraiment rester, c'est l'infra qui a permis à ces projets d'exister. Donc, investir dans l'infra est pour moi quelque chose qui est importante. Donc, c'est une grosse partie de mes investissements. Après, il y a des narratifs que je pense qui sont aussi importants, c'est les exchanges décentralisés, donc notamment DYDX, et on est aussi en train de travailler par exemple sur un protocole décentralisé d'options. Euh, il y a donc là les exchanges aussi, si les exchanges en fait ont des tokenomics qui sont intéressantes,
Et finalement, en fait, la troisième verticale que je pense qu'il peut avoir beaucoup d'avenir, en fait, c'est le real world asset sur la blockchain. Et ça, il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à le faire. J'en entends beaucoup Euh, parler maintenant. C'est la narrative que beaucoup de gens surveillent. Ouais. et donc là, je pense typiquement à Bakkt. Et par exemple, Engel, typiquement, l'une des choses qu'ils ont fait, c'est que tu peux maintenant avoir des vaults où tu peux déposer ces real world assets qui sont des habitiés pour avoir des AGO. Donc voilà plus ou moins les narratifs que je suis de près. Et quelle est un petit peu ton opinion sur l'avenir des stablecoins dans l'écosystème crypto? Parce qu'au final, c'est quand même des assets qu'on trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, aujourd'hui, Bitcoin est coté en dollars, mais il est surtout coté en USDT. Sur la DeFi, tu as beaucoup de choses qui sont cotées en Ether ou même en USDC. Comment tu vois l'évolution de ces monnaies stables Est-ce que tu vois le dollar, enfin tu vois par exemple les États-Unis les réguler ultra fortement et laisser peut-être un ou deux gagnants euh, qui seraient globalement validés par eux-mêmes. Est-ce que tu penses que ce sera toujours le moyen le plus facile pour échanger des crypto-monnaies, enfin en tout cas les trader? Ouais, quelles sont tes perspectives sur les stables et possiblement leurs évolutions? Alors ouais, c'est un domaine qui est très difficile à prédire. Enfin, je suis pas Madame Irma, je peux juste avoir des Bien sûr. opinions dessus. Du coup, mon opinion, mon opinion dessus, peut-être, ça fait pas l'unanimité, mais pour moi, pour avoir en fait un système décentralisé qui fonctionne, il faudrait une monnaie décentralisée. Voilà, ça Ok. c'est si on part en fait dans le narratif décentralisation. Je suis pas un permissionless maxi ni rien, mais je pense pour que l'ensemble du système puisse fonctionner de manière, on va dire, de manière euh, euh, comment dire, résiliente, il faudrait quelque chose qui soit plus ou moins décentralisé. Après, si on n'arrive pas en fait à atteindre cet objectif qui est peut-être un peu naïf de ma part, euh, ouais, il faudrait peut-être plus de réglementation et finalement, chose qui est aussi très bien. Plus de réglementation, ça veut dire qu'il y aura moins de scams, moins de protocoles qui veulent juste dump leurs tokens qui sont des purs pandis sur les utilisateurs. Mais, euh, mais, euh, mais bon, voilà, tout vient avec un certain coût. Et par rapport à la DeFi, comment tu la vois elle aussi évoluer? Je pense que tu es beaucoup plus impliqué dans la DeFi que dans les stables. Qu'est-ce que tu vois, toi, en ce moment d'intéressant dans la DeFi et qui pourrait peut-être nous laisser présager une direction ou une évolution à suivre pour les prochains mois, prochaines années? Là maintenant, c'est un sujet qui a le vent en poupe, mais il y a tous les liquid staking. Donc voilà, si tu peux avoir des liquid staking au lieu d'avoir de leads, si le protocole il est bien solide, c'est pas mal. Il y a les decentralized exchange dont j'ai parlé. Il peut y avoir en fait, il y a tout un pont qui n'a pas encore été migré de la TradFi vers la DeFi, qui sont en fait les dérivés. Mais en fait, ce qui est important de savoir, et en fait, c'est l'une des thèses, en fait, j'y pense des fois. Là, on parle beaucoup d'options, mais en fait, il faut savoir que les options à la base, euh, elles, elles ont pour but, elles ont un but bien précis. C'est pas le but initial de l'option, c'est pas de spéculer. Le but de l'option, c'était initialement des entreprises. Par exemple, j'ai une entreprise qui fait des céréales. Euh, voilà, je veux être Tu veux te sûr protéger? que mon coût de revient du blé, voilà, mon coût de revient du blé l'année prochaine ne dépasse pas un certain montant. Au lieu d'acheter un futur sur le céréal, parce que si tu achètes le futur, tu as l'obligation en fait de l'acheter au prix. Donc si le prix diminue beaucoup, tu risques de te faire déchirer. Tu achètes une option où tu as l'optionnalité de l'exercer ou pas. Donc ça, c'est plus ou moins l'idée essentielle derrière. Et après, il y a eu tout un tas de stratégies de volatilité qui ont été construites autour de ça. Donc l'importance des options dans la crypto, et surtout en fait pour les, les, les
les tokens qui sont stackés est très importante. Par exemple, moi, je run un système, enfin, je run des validateurs. Je mets du capital dans mon nœud de validation parce que je crois au projet, etc. Mais je ne veux pas être assujetti en fait à la volatilité du token Tu peux sous-jacent. shorter ce En fait, token-là on et peut neutraliser ton exposition en récupérant le yield. ouais, tu peux shorter ce token-là, mais en shortant, ça dépend comment tu le shortes. Est-ce que tu le shortes avec des perps? Les perps, ils ont un certain funding. Tu peux te faire déchirer avec le funding, tu vois, par exemple. Du coup, tu le fais comment? Parce que Surtout que maintenant, FTX, on peut pas avoir des options sur tous les altcoins, quoi. Non? euh, Peut-être que si. ouais, on peut, en fait, là, pour l'instant, on peut pas avoir des options sur tous les altcoins. C'est pour ça que je pense une fois que les gens seront plus familiers avec ce genre d'instrument, ils y verront une utilité. Donc, il va y avoir de la demande. Et une fois qu'il y a de la demande, forcément, il va y avoir de l'offre. Parce que... Et à partir de ce Vas-y, moment-là, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. pardon. Et je disais, à partir de ce moment-là, une fois qu'il y aura ces instruments, par exemple, sur des options sur les tokens qui sont utilisés qui doivent être stackés pour la validation, il va y avoir en fait un marché, on va dire, primaire. Et à partir de là, on peut par la suite réfléchir à des stratégies, à des stratégies un peu plus complexes où on traite plus la volatilité que Ce que tu veux dire, c'est l'instrument que, en lui-même. en gros, aujourd'hui, il y a que des options. En tout cas, il y a que du volume sur les options sur BTC et Ether et le reste, c'est un peu limité. Et que tu peux pas exercer toutes tes compétences, toutes tes connaissances de la TradFi sur, euh, sur les cryptos parce que c'est encore très limité, quoi. Euh, En fait, on peut déjà faire pas mal de choses juste avec les options. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, c'est pas encore le volume. Le volume en DeFi sur les options n'est pas encore très important parce que ces instruments ne sont peut-être pas encore suffisamment utilisés euh, par les validateurs ou d'autres. Et aussi, enfin, mais là, c'est de moins en moins vrai. Enfin, avant, c'était pas capital efficient. Maintenant, c'est de plus en plus capital efficient parce que avant, c'était souvent over-collatéralisé. Maintenant, il y a plein de protocoles qui ont une approche plus en initial margin et maintenance margin. Donc voilà, petit à petit, je pense qu'il va y avoir du volume. Et ça, c'est juste pour répondre en fait à ta question par rapport à ma vision DeFi long terme. Donc il y a tout le bridge, on va dire un peu dérivé, qui commence par les options simples comme call et put, mais qui peut par la suite en fait être généralisé à des instruments, par exemple de taux, si tu veux fixer ton taux, soit PT taux, ou si tu veux traiter non pas la volatilité, parce que la volatilité, voilà, si ton intérêt, par exemple, c'est de traiter la volatilité uniquement, là, jusque-là, sauf erreur de ma part, peut-être qu'il y a un ou deux protocoles, mais ils n'ont pas beaucoup de. Tu peux juste, par exemple, acheter Des contrats move en recréant les contrats move via des options, de ce que je comprends. Des euh, straddle. ouais, en fait, les contrats move, c'est des straddles, mais tu n'achètes pas vraiment la vol. En fait, vraiment, là, tu achètes, par exemple, comme si tu achetais un futur sur VIX ou des choses comme ça dans la TradeFi, mais pouvoir faire la même chose en DeFi. Par exemple, il y a une stratégie qui est plus ou moins connue partout dans les hedge funds classiques. C'est, par exemple, tu vends, on va dire, le truc simple, sans hedging, sans rien, tu vends des puts long maturité. Et comme tu as une vol qu'on appelle, une terme structure de vol qu'on appelle Cotingo, c'est-à-dire, en fait, plus on se rapproche de la maturité, plus la vol diminue. Donc, en fait, tu te retrouves à gagner sur ça. Mais ça, en fait, ça fonctionne, on va dire, souvent. Mais le jour où ça fonctionne pas, tu perds. Parce qu'en fait, la vol devient, la terme structure de la vol devient un backwardation. Et à partir de ce moment-là, en fait, la vol très court terme devient super élevée. Et du coup, en fait, comme tu as shorté la vol long maturité, que tu te rapproches, en fait, tu te fais déchirer avec ça. C'est un peu la même approche que sur la terme structure des taux d'intérêt qui est plus discutée dans la DeFi. Tout le monde parle des obligations d'État. J'ai une dernière question pour toi. En tout cas, merci pour tout ça. C'est super intéressant. Je pense qu'on aura de la matière à réflexion et surtout, ça devrait éveiller la curiosité de pas mal de gens, hein, toute la discussion qu'on a eue. C'est surtout ça que je cherche, en plus d'avoir un crack en face de moi.
Peut-être une dernière question pour toi. À quel point Stake Capital peut rester pertinent, efficace, au fur et à mesure que, par exemple, d'autres gros acteurs se positionnent? Parce que, en gros, le fait que d'autres acteurs, et notamment des gros acteurs arrivent, ça va rendre probablement le marché plus liquide et donc ça vous permettra de faire vos stratégies avec une plus grande ampleur, avec plus de capital. Mais en même temps, ils vont peut-être vous aider ou en tout cas contribuer comme vous à rendre le marché plus efficient et donc les arbitrages seront peut-être moindres. Euh, tu vois là où je veux en venir? Comment vous voyez un petit peu l'évolution de Stake Capital au fur et à mesure que le marché crypto grossit? En fait, le business de Stake Capital, comme chaque business, en fait, il a un temps d'avance parce qu'en fait, on est là, on est placé, enfin, on a été placé avant que les autres viennent dans la danse. Il y a des compétences de grosses structures, de grosses banques qui s'intéressent de plus en plus à la crypto, à la DeFi. Mais encore une fois, en fait, il y a pas mal de changements. Je pense que c'était l'une des questions que tu avais posées au début. Je sais pas si j'ai répondu, mais tu disais quelles sont les différences entre le compte en TradFi et le compte en crypto. Et même s'il y a beaucoup de similarités en fait en termes d'outillage, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Déjà, l'atomicité du temps en, en, en TradeFi n'est pas la même qu'en crypto parce que voilà, tu as ces blocs-là, tu peux faire du MEV dedans pour exécuter tes ordres, etc. C'est différent. Les automated market making, c'est une théorie qui existe depuis des années, mais c'est pas ça qui est utilisé dans la TradeFi, c'est plus une approche order book. Donc il y a en fait des compétences crypto qui restent très crypto. Et avant que les gros acteurs puissent vraiment jouer un rôle dans la crypto, il leur faut en fait un coût upfront qui peut ne Ok. pas être négligeable. Donc, pour l'instant, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quand même de belles barrières à l'entrée et que ces barrières-là, même s'il y a des gros acteurs qui essayent de les franchir, vous êtes tellement positionné en avance, vous avez déjà tellement mis de choses en place que bah, vous serez incapable d'être toujours dans la bagarre et d'être dans le coup, quoi. Je pense que la partie VC aussi est très importante dans le fait d'être un temps en avance et d'être tout simplement en avance de tout le monde, quoi. Parce que Ouais, surtout la partie VC, ouais. bah écoute, merci pour ton temps, merci pour, enfin, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions-là, ça m'a fait extrêmement plaisir. On a eu quelques petites coupures, quelques soucis techniques, mais voilà, j'espère que ça se verra pas trop au montage. Peut-être pour clôturer cette interview, est-ce que tu aimerais peut-être donner le mot de la fin, peut-être partager avec enfin, les personnes qui sont encore ici et qui nous ont regardé jusqu'au bout, je sais pas, quelque chose qui t'intéresse ou une petite recommandation, une pensée. Si vous avez des questions ou vous voulez creuser des sujets en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon Twitter, Road Science, je pense que ce sera Dans la en description, lien bien sûr. dans la description et je serai ravi d'y répondre. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et on se retrouve très vite, c'était Picsou. Tchuss. Ciao, ciao.